Bonjour, on va faire un petit tour chez les insectes nocturnes, évidemment, avec une première présentation sur ce qu'on appelle les chasses de nuit. Et je voudrais faire un petit rappel sur l'œuvre d'un collègue que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connu sûrement, Jean-Claude Robert, un élève de Pierre Réal, qui a travaillé toute son existence de chercheur sur justement le piégeage des insectes nocturnes. Il a inventé, c'était un bricoleur, il a fait l'école d'horlogerie, et il a inventé un certain nombre de matériel lui permettant de capturer les insectes la nuit, y compris une grosse machine qui tenait dans une remorque. Vous pourrez comparer avec le matériel qu'on utilise maintenant pour attirer les papillons de nuit, hein, c'est une petite boîte à savon, quoi, hein, un truc minuscule. Et donc ce fameux Jean-Claude avait lancé finalement une espèce de stratégie d'étude des lépidoptères nocturnes. Il avait en même temps travaillé sur l'activité nocturne de ces papillons, en montrant que certains étaient du soir, d'autres du milieu de nuit, d'autres du matin, chaque espèce ayant ses caractéristiques propres. Savoir que la mise en activité était liée soit à la recherche de nourriture, soit à la reproduction. Et donc quand on installe un système d'éclairage artificiel qui s'éteint peut-être tardivement, toute la partie des insectes qui sont actifs précocement se retrouve, elle, mise en situation défavorable, alors que pour le reste de la nuit, les autres espèces s'en sortent correctement. Donc, voilà les descendants de Jean-Claude, là, qui vont vous présenter leur travail sur les insectes nocturnes de la Franche-Comté, mais aussi de la tourbière de la Grande Pile, une tourbière vosgienne bien connue par tout le monde. Ah, c'est les Vosges saunoises, alors. Bon, on a quelqu'un de la haute patate ici qui se manifeste bruyamment. Les conflits habituels entre francs-comtois. Les vrais jurassiens puis les hauts-saunois. Bonjour à tous. On vient vous présenter. On voulait vous remercier déjà de votre invitation et de l'organisation de cette rencontre par Bourgogne-Franche-Comté Nature. Et vous remercier d'être venu nous écouter. On est deux entomologistes de l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement. Et, quand on pense au monde de la nuit, on pense souvent au ciel étoilé, au silence, aux chauves-souris, aux chouettes, mais on oublie une grande partie de la biodiversité qui sont les insectes qui sont actifs de nuit, dont les papillons de nuit. Et c'est ce dont on vient vous parler avec Denis. Donc je suis Pierre Terret, je suis entomologiste, membre de l'OPI et intéressé par les insectes depuis 2003, plus par les papillons de nuit depuis 2011. Je suis technicien forestier dans le Jura. Instituteur à la retraite. J'ai commencé à m'intéresser aux papillons à l'âge de 12 ans, avec l'observation d'un premier macaron dans le jardin de mes parents. Et depuis, j'ai contracté le virus des papillons et ça ne m'a pas lâché. Voilà, c'est une petite remarque en préliminaire. Au début, à la fin des années 60, au début des années 70, les prairies grouillaient de papillons. Donc, on va vous présenter déjà les papillons, leur écologie, un petit peu les menaces qui pèsent sur eux, et puis on continuera par vous présenter l'état des connaissances en Franche-Comté. Et pour finir, pour illustrer notre propos, on aura une présentation de Denis sur un inventaire typique sur ces insectes qui a été conduit sur la réserve de la Grande Pile, et on finira en vous présentant les pistes d'amélioration des connaissances qu'on vous propose. Alors les papillons, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? On peut se poser la question de quand ils sont apparus. Les premiers papillons fossiles datent d'environ 180 millions d'années. C'est ceux qu'on a retrouvés, peut-être, on va beaucoup plus loin, 200, 250 millions d'années. En tout cas, une des hypothèses principales dans cet arbre-là, c'est qu'ils sont issus des trichoptères.
Donc c'était des insectes qui vivaient dans des milieux humides. Et les premiers papillons qui sont rapportés dans la phylogénie des espèces, c'est les Micropterygidés. Sont des papillons en fait, donc recouverts avec des ailes recouvertes d'écailles, mais qui sont dépourvus de trompe. Et donc ici en bas, donc, il y a les Glossata qui ont une trompe, et puis les Lepidoptera qui comprennent les Micropterygidés. Ensuite, il y a une différenciation qui s'est faite relativement, bien sûr, lentement. On pense en même temps que les plantes à fleurs, donc tout le Crétacé. Et puis, on a des épialides, les adèles, voilà, etc. Et on arrive en bleu aux papillons de jour, beaucoup plus tardivement. Et puis, ce qu'on pourrait appeler les macro-lépidoptères, donc les gros papillons, encore plus, enfin, disons, plus tardivement que les premiers, la première série qui sont des micro-lépidoptères. Alors, une petite illustration, hein. On a un trichoptère au-dessus, on a un Micropterygidé en haut, un Micropteryx. Bon, ils sont très proches l'un de l'autre. Les Micropteryx sont des mandibules aussi. Les trichoptères, et bon, c'est pour donc ils ne pompent pas le nectar, mais simplement cassent des grains de pollen, se nourrissent autrement qu'en suçant le nectar des fleurs avec leur trompe. Dans le monde, une petite illustration, 160 000 espèces ont déjà été décrites de papillons. On estime à 400 000. Je ne sais pas si on arrivera à toutes les découvrir avant qu'elles ne disparaissent. Et puis parmi ces 160 000 espèces décrites, on n'a que 20 000 espèces de papillons de jour. Alors, distinction macro-hétérocère, micro-hétérocère. Je parle d'abord rapidement des rhopalocères. Donc les rhopalocères sont les papillons de jour. Simplement, ils ont rhopalocère, hein, ils ont une antenne en forme de massue, alors que les hétérocères ont d'autres formes d'antennes, des antennes en forme de fil, filiforme, ou en forme de plume, pectinée. Alors les deux images du dessus, hein, donc, pardon. Les deux images du dessus représentent des macro-hétérocères hein, appartenant à la famille des Drepanidés et puis des Érébidés. Les trois images du dessous sont des micro-hétérocères, micro-lépidoptères. Alors les macro-hétérocères, on estime qu'il y en a à peu près, on est à 1626 pour l'instant d'espèces hein, décrites, alors que les micro-hétérocères à 3226. Globalement, avec les sous-espèces qui sont en passe de passer en espèces, on est à peu près à 5450 espèces de lépidoptères en France, dont 260 qui sont des rhopalocères et tout le reste sont des hétérocères. Donc il y a de quoi faire. Concernant les papillons de nuit, parce que évidemment c'est le monde de l'agneau, on va surtout parler de ça ici. La pollinisation d'abord. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en fait les abeilles et les bourdons ne représentent que 11% à peu près des pollinisateurs pour toutes les pratiques agricoles, les fruitiers, etc. Il y a des coléoptères, il y a des papillons, beaucoup d'insectes, et ils sont très utiles effectivement pour l'agriculture et puis pour l'humanité certainement. Au niveau des producteurs secondaires, le papillon, il est un peu au milieu de la chaîne alimentaire entre les végétaux et les animaux. Donc évidemment, les chenilles consomment des plantes et les chenilles ou les imagos, les adultes, sont une source de nourriture pour les oiseaux, les chauves-souris évidemment, mais aussi des reptiles et d'autres petits mammifères qui viennent s'en nourrir. Alors les papillons de nuit sont des excellents indicateurs écologiques parce que la plupart des espèces ont une plante hôtes, hein, ils sont inféodés à une seule plante ou à un groupe de plantes. Ces plantes vivent dans des milieux particuliers avec des caractéristiques biotiques. Hein. Ça peut être effectivement la présence de couverts végétales qui leur permettent de s'abriter. Ça peut être la présence d'un cortège d'autres plantes. Et puis bien sûr de plantes à fleurs pour se nourrir. Et puis des caractéristiques abiotiques, l'exposition sud, le sol qui peut être calcaire, siliceux, ou éventuellement l'humidité qui vient jouer un grand rôle dans ces milieux-là. Alors, donc, la plupart des papillons sont indicateurs de milieux spécifiques, caractéristiques. Plus on a de papillons, pour avoir tendance à dire, plus le milieu se porte bien. En tout cas, certaines espèces sont d'excellentes indicatrices pour la santé du milieu. Depuis les années 70, on fait face à une diminution de la biodiversité que rien n'enraye, hein, ni les politiques de gestion de l'environnement, ni les réserves naturelles.
on a une baisse générale de la biodiversité qu'on n'arrive pas à inverser. On ralentit peut-être, mais qu'on n'inverse pas. Cette diminution de la biodiversité, elle a été montrée par une étude, notamment à Allemagne en 2014 ou 2017, pardon, qui a montré sur une étude de 30 ans dans les réserves naturelles allemandes une diminution de la biomasse d'insectes volants de 75%. J'ai vu des chiffres tout à l'heure du WWF, pareil sur d'autres organismes, les chiffres de 70% reviennent régulièrement. Donc cette diminution de la biodiversité, elle n'est pas forcément liée à la conquête de nouveaux milieux sauvages. Sur la planète Terre, on a 22% d'écosystèmes qui sont vraiment sauvages, et le reste a été conquis par l'homme dès son apparition. C'est plus lié à une intensification de l'utilisation des milieux par l'homme. Intensification donc de l'agriculture, de la foresterie. C'est surtout ces actions qui occasionnent cette perte de biodiversité chez les papillons. On a par exemple l'utilisation de pesticides, les néocotinoïdes dont on a parlé récemment, ou d'autres pesticides qui ont un impact direct en tuant les insectes, mais aussi l'intensification de pratiques comme la mise en place de fumures qui simplifient dans les prairies le nombre d'espèces. On a de moins en moins d'espèces. On sait que les papillons sont liés à des espèces de plantes, et moins il y a d'espèces de plantes, moins on a de papillons. On a aussi le casse-caillou qui a été utilisé dans certaines prairies et qui réduit aussi la diversité des structures de végétation dont les papillons ont besoin. Les papillons ont besoin, par exemple, de structures hautes, d'ourlets ou de lisières étagées pour pouvoir trouver leurs plantes hautes, mais pas seulement, pour pouvoir s'abriter aussi également des prédateurs. Là, ce qui illustre bien ça, c'est, vous avez tous remarqué, on a moins besoin de nettoyer nos pare-brises. Et ça, c'est une réalité qui vient illustrer les propos que je viens de tenir. Alors, on fait partie de l'OPI, comme on vous expliquait. L'OPI, c'est une association de connaissance des insectes de la région Franche-Comté. Elle a été créée en 1993, elle comprend 60 membres, et il y a plusieurs groupes thématiques. On a un groupe sur les libellules, un groupe sur les coléoptères, un groupe sur les bourdons. Et nous, on représente le groupe papillon de nuit Franche-Comté. Donc on a créé avec Denis et d'autres entomologistes, Samuel Mas, Serge Rousset, avec l'appui du CBNC Ori, de Catherine Duflo et de Frédéric Morat, ce groupe en 2017. On a vite été rejoint par tout un tas d'entomologistes de la région. On est maintenant 63 sur la liste de diffusion Internet sur laquelle on utilise pour communiquer les sorties ou pour faire des échanges sur l'identification des insectes. Ce groupe papillon de nuit, on l'a créé. Notre objectif ultime, c'est donc d'améliorer les connaissances dans la répartition des espèces d'insectes de Franche-Comté, mais aussi d'identifier les habitats auxquels ils sont liés. L'objectif étant, à terme, de faire rentrer la région dans une démarche de liste rouge pour ce groupe d'insectes. L'objectif, c'est qu'on puisse donc mieux prendre en compte ces espèces, les espèces et les habitats rares, et qu'on puisse les prendre en compte dans les politiques d'aménagement du territoire. Voilà. Alors, on n'est pas les premiers à avoir récolté des données de papillons de nuit dans la région, hein, comme l'illustrait Jean-Yves. Et puis, il y a eu nombreux entomologistes. On a commencé le groupe dans la base de données de la région qui est co-gérée par l'OPI puis le CBNC Ori, la base Taxa qui maintenant s'appelle Lobelia. On avait 7000 observations pour 1200 espèces. Donc c'était pas vide. Mais depuis la création du groupe en 2017, on a eu une augmentation du nombre de données qui est assez importante. Donc elle n'est pas liée non plus seulement à l'émulsion du groupe, le nombre de sorties qui s'est augmenté, et puis aussi au fait qu'on ait commencé à rentrer les données anciennes contenues dans les collections des spécialistes. Elle est liée aussi à l'intégration des données issues de plateformes participatives de la LPO, Faune BFC. Et ça nous a permis en fait d'augmenter le nombre de données. Pas forcément en termes de qualité, mais avec beaucoup d'espèces du fond de faune. Mais c'est des données qui sont quand même intéressantes.
Donc en Bourgogne, la connaissance a aussi progressé et notons la sortie récente d'une liste d'espèces par Emmanuel Thomas en 2025, une liste préliminaire de la région qui annonce 1700 espèces à peu près. Les prospections en Franche-Comté, elles ont été quand même bien réparties sur toute la région. On note qu'il y a des mailles qui sont très bien connues, avec 600 espèces identifiées, mais la plupart des mailles sont encore lacunaires. On a une connaissance lacunaire avec des données opportunistes qui sont difficilement exploitables pour évaluer les raretés. Bon, c'est toujours le cas hein, pour ces groupes d'invertébrés. Mais on a encore pas mal de lacunes dans la région. On a quand même progressé. On a établi un groupe de validation des données qui nous permet donc de valider les données régionales. Et c'est ce travail de ce groupe de 2022 à 2023 qui a conduit à la liste d'espèces de Franche-Comté qu'on a sortie donc début 2024. En Franche-Comté, on évalue le nombre d'espèces. À novembre 2023, on s'est arrêté pour l'édition de ce travail à 1906 espèces. 1906 espèces et on a à l'heure actuelle, plus de 100 000 données dans la base. Depuis l'édition de cette liste, qui est consultable sur le site de l'OPI, le blog de l'OPI, on a déjà rajouté une trentaine d'espèces. Sur ce travail, on a aussi avec un groupe d'auteurs, on était 8, édité 63 fiches espèces, avec une synthèse bibliographique un peu des connaissances sur les espèces, aussi sur leur répartition. Et donc, on vous invite à consulter ce travail sur le blog de l'OPI. Je vais passer la parole à Denis pour... Bon, je vais vous donner un exemple d'étude qui a été menée sur la Grande Pile en Haute-Saône. C'est une tourbière qui est maintenant placée en réserve naturelle régionale. Ça a été mené de 2020 à 2023. Et puis, cette tourbière, elle était déjà très connue dans les années 70-90 parce qu'elle a fait l'objet de forages pour faire des études paléo-environnementales, et notamment avec des études de carottage et études des pollens. 60 hectares, c'est pas beaucoup, surtout que c'est un milieu forestier. Mais néanmoins, ces carottages ont permis d'analyser 130 000 ans d'histoire, depuis les sédiments du lac glaciaire qui s'est formé à la suite de la glaciation du Rhys. Et puis, bien sûr, au niveau polynique, les 10 000 ans de formation tourbeuse qui ont suivi. Dans les années 2000, le CEN Franche-Comté et la commune de Saint-Germain ont commencé à acheter des terrains. Et puis, le conseil régional a pris la décision de faire une réserve naturelle régionale en 2016. Et donc, fin 2016, le CEN Franche-Comté est devenu gestionnaire. Alors, si on prend par au-dessus, on voit très bien l'espace forestier. Hein. Donc, il y a trois entités qui sont vraiment disjointes. Hein. Il y a la grande pile au milieu et on distingue les fosses, hein, les trous d'eau qui sont des fosses d'extraction de la tourbe, surtout au début du XXe siècle. Sur la droite en haut, on a les monts Revaux, les bois de questions, là-haut, je sais pas, voilà ici. Donc, et puis ici, donc, on a une petite zone qui est en bordure de l'étang des monts Revaux. Alors, pour illustrer un petit peu, la zone centrale avec bien sûr beaucoup d'eau, des trous, des mares. La zone du bois de question, alors il y a une ligne haute tension, c'est bien, parce que ça a permis de dégager, de maintenir en tout cas un milieu ouvert avec de la molinie, de la calune. Et donc on a pu garder quand même pas mal de plantes qui sont de ces formations tourbeuses. Et puis la zone de l'étang du Grand Saint-Maurice, l'étang des monts Revaux, c'est pareil. Donc c'est surtout un tremblant en bord d'étang. Et puis il commence petit à petit à évoluer avec, au premier plan, on commence à avoir de la calune, puis bien sûr les bouleaux. Alors, au niveau de la méthodologie, ça consistait quand même à avoir une étude assez exhaustive, donc à la fois les papillons de nuit et les papillons de jour, sachant qu'il y a beaucoup de papillons de nuit qui évoluent de jour et exclusivement de jour. Donc voilà l'exemple d'un hippomonote, là par exemple, qui est un papillon de nuit qui évolue de jour également. Sur la droite, là, donc l'échiquier. Ici, on a un ptérophore, le ptérophore de la Rosolis.
Je remercie d'ailleurs Christian Chiriot pour les deux photos là, le tabac d'Espagne et le petit Sylvain qui évolue surtout dans des milieux forestiers. Voilà, c'est bon. Deuxième sorte d'inventaire, inventaire par attraction phéromonale. Donc il y a dans les 83 familles de papillons en France, on a la famille des césidés, qui est très difficile à observer, mais qui peut s'étudier avec des phéromones de synthèse. Donc ces phéromones de synthèse, elles sont produites par l'agriculture, hein, pour de la lutte biologique, surtout dans les plantations, pour lutter contre certaines saisies qui s'attaquent à certaines espèces végétales. Et donc on utilise ces phéromones de synthèse pour chercher les saisies. Là au-dessus, c'est la saisie apiforme, qui fait un vol de frelons et un bruit de frelons, on croit vraiment un frelon qui évolue. Et puis en bas, ici, donc deuxième type d'attraction phéromonale, en disposant d'une femelle qu'on appelle vierge, et qui est issue d'élevage, et qui émet des phéromones dans la nature. Elle est prise dans une cage, et ça permet d'attirer, décidément, un mâle ici, Nodromys versicolora. Ça a permis de le mettre en évidence sur la tourbière, parce qu'il a été vu nulle part ailleurs sur la tourbière, et en tout cas pas avec une autre méthode. Et puis la troisième méthode, bien sûr, ça concerne l'animation d'aujourd'hui, hein. C'est les inventaires par attraction lumineuse. Donc je pense qu'on a déjà pas mal parlé de ça, puis Pierre va revenir là-dessus après. Donc à l'aide d'une source lumineuse, les papillons ont un phototropisme positif, ils sont attirés par la lumière, ils sont piégés. C'est un peu compliqué à expliquer tout ça, mais bon, rapidement, ils sont piégés par la lumière, ils se posent sur un drap blanc et il n'y a plus qu'à les observer. Alors soit avec des lampes à vapeur de mercure, des tubes actiniques, des lépilettes, comme la dernière image qui est ici, en bas. Alors au niveau des résultats, il y a une grosse pression de prospection. Comme disait Pierre tout à l'heure, c'est un peu opportuniste, hein. Quand on n'est pas loin, du site, on peut y aller souvent. Donc j'ai pu y aller 62 fois, faire 22 inventaires à vue, 8 inventaires par attraction phéromonale, des fois les deux étaient couplés, et puis 40 inventaires par attraction lumineuse, donc 40 soirées, hein, de juin 2020 à décembre 2023. Donc en couvrant, on voit bien toute l'année, hein. On a démarré juin 2020, mais ensuite, c'était de janvier à décembre, les 3 années qui ont suivi. Ça a amené 2532 occurrences, 561 espèces ont donc été observées durant l'étude, sur les 591 connues de la réserve, ce qui montre déjà qu'il y a une différence de 30 espèces, et ça peut déjà être un signe qu'il y avait déjà une perte de biodiversité durant cette étude, parce qu'on a perdu 30 espèces déjà, hein, par rapport à ce qu'on connaissait depuis les années 2000. Ça fait 41% des espèces en Haute-Saône et 31% des espèces sur la région Franche-Comté, ce qui est pas mal pour un site de 60 hectares. Alors là, un petit florilège de photos, hein, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc évidemment, une tourbière, on s'intéresse surtout aux espèces à tendance hygrophile. Donc celles-ci sont liées essentiellement aux phragmites, hein. Donc la zosère du roseau, ici, pardon. Voilà, qui est endophyte, qui vit à l'intérieur des phragmites. Ce sont des espèces qui sont très peu connues. La leucanie obsolète, et puis celle-ci, donc qui vit également à l'intérieur des roseaux, et puis la noctuette du Thylepteris, c'est une fougère des marais. Alors les bas marais, surtout avec des joncs, bien sûr. Donc l'hypénode des tourbières, ici, qui avait déjà été trouvé par le professeur Réal. Donc on parlait tout à l'heure du professeur Réal, hein. Il était déjà allé faire un tour dans les années 70 sur cette tourbière. Voilà. Humidalis. Et puis ici, on a le Crambus uliginocellus, donc pareil, qui est lié au jonc. Et puis ici, Macrochilocrybomalis, pareil, c'est des milieux très humides avec beaucoup d'eau. On passe un peu aux ourlets. Donc les cailles marbrées, c'est joli, hein, Calimorpha dominula. À côté, c'est la Cidalie des pâturages. Alors, on dit des pâturages, ça paraît très grand, mais en fait, c'est des pâturages humides, hein. C'est des zones humides. Après, dans les forêts hygrophiles, avec des lignes pas trop, les bouleaux, hein, et les saules, alors sur le marceau essentiellement. Donc, on a l'arpie bicuspide, là, Furcula bicuspis, ici. Voilà. Qui vit sur les saules. La femelle de papillon qu'on a vu tout à l'heure attirée dans la cage, la femelle de versicolore, Andromys versicolora, et la bicolore,
le Contorta bicolorea, et puis le Bombys carmélite, Odontosia carmelita, qui eux sont vraiment inféodés au bouleau, même s'il y a des données sur des noisetiers par exemple, mais c'est surtout les bouleaux. Alors si on monte un peu alors, dans les aulnes et les peupliers, alors les peupliers c'est essentiellement les trembles, hein, bien sûr, dans ces zones-là, hein. Peuplier stremula. Alors donc on a un Catocala nupta, une magnifique catocale hein, qui vit sur les aulnes. Les peupliers Stegania cararia, le sphinx du peuplier, qui est là bien sûr sur les trembles, et puis le dernier, la Xanthi ocre, Xanthia togata, au crassé. Oui, j'avance. Les Landes. Alors les Landes, c'est la calune et la myrtille. Là, je remercie Luc Bettini pour la photo là, sur la myrtille. Voilà, avec la pleurote, des espèces qui sont très intéressantes. Hein. Un peu plus vite. Et puis quelques espèces un peu spectaculaires parce qu'elles sont jolies. Alors bon, il y a un papillon de jour, le grand mars, le petit marchangeant, le plocam noir. Il y a 3 départements pour l'instant qui sont concernés par cette espèce dans la Haute-Saône, donc c'est pas mal. Le ptérophore de la rosolis, pareil, on est à moins de 10 départements en France. L'écaille martre, ici, en bas, bon, elle a été relativement commune, mais on n'en voit quasiment plus. Et puis la hachette qui a la particularité d'avoir un mâle qui évolue de jour et la femelle uniquement nocturne pour pondre. L'exemple de Denis illustre bien ce que c'est un inventaire optimal, en fait, hein. Mais la tâche pour inventorier la région Franche-Comté est énorme. Voilà. Est-ce que vous avez 36 millions d'euros? Non, c'est une petite blague, mais du coup, on a calculé, si on divisait la Franche-Comté par carré de 5 km par 5 km, et qu'on devait payer des gens pour faire les inventaires, à peu près 1 000 euros par nuit et par maille, il faudrait à peu près 4 nuits par maille. On aurait 9 000 mailles, donc ça nous ferait 36 millions d'euros. Voilà, si on voulait passer toute la région carré par carré en inventaire. Donc c'est bien évidemment quelque chose de pas vraiment réaliste, mais ça serait l'idéal pour avoir une connaissance, donc pas liée à des données opportunistes, mais des données collectées sur un plan un peu statistique. Il nous faudrait aussi 450 professionnels pour le faire dans l'année, sachant qu'un professionnel pourrait prendre en charge une vingtaine de mailles. Donc on n'a pas d'autre choix que de réfléchir à d'autres techniques. L'utilisation de pièges fait partie des techniques qui permettraient de gagner un peu de force d'échantillonnage. Ces pièges-là ne sont pas donnés, il y en a des un peu moins chers, mais voilà, il faudrait compter à peu près 600 euros par piège, et avec 90 personnes seulement au lieu de 450, avec 260 000 euros pour les équiper, on pourrait prospecter la région en 1 an. Un autre utilisation des données donc de plateformes issues de plateformes collaboratives comme eNaturalist, comme vous voyez sur ce graphique, sur GBIF, une plateforme de synthèse des données naturalistes dans le monde, on voit depuis 2017 une augmentation assez impressionnante du nombre de données, hein. Les chiffres sur l'échelle sont en millions d'occurrences. Donc on voit qu'il y a une base énorme, une quantité énorme de données qui s'accumulent. Mais ces données, en fait, elles ont l'inconvénient de ne pas être forcément toujours précises et justes. On a à peu près des articles qui montrent qu'il y a à peu près 50 ou 60% de données qui sont vraiment bien identifiées. Si vous regardez l'extraction là, sur l'écran de la base eNaturalist sur la région Franche-Comté, on s'aperçoit qu'il y a quand même 50 000 données qui dorment sur ce site, hein, qui ne sont pas encore intégrées dans nos bases, a priori, et qui ont été produits par 5 000 observateurs. Donc sur ces 5 000 observateurs, il y a 2 000 personnes qui identifient. Donc ça vous montre qu'il ne peut pas y avoir la moitié des observateurs qui sont des spécialistes aussi. Donc voilà, le côté non précis des données est illustré là. Mais ça constitue quand même une base importante de données qui pourrait augmenter la couverture et la connaissance. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à un système pour intégrer ces données et les filtrer au niveau de la région, au niveau des 2 bases régionales. L'autre possibilité, ce serait de développer des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ces plateformes, elles sont aussi basées sur l'aide à la reconnaissance par intelligence artificielle. Ça marche plutôt bien. Il y a peut-être 70% des 60% des identifications qui sont correctes quand même à la première proposition. J'ai envie de dire, mais pour d'autres groupes, ça marche un peu moins. Mais il y a des pièges automatiques comme ceux développés par Noé Conservation, les PINOC, qui pourraient être utilisés pour augmenter les connaissances. Il y a aussi tout ce qui est aspect génétique.
Donc pour que ça fonctionne bien, ça, la génétique, il faudrait avoir des bases de référence assez développées. Et ça, pour le moment, on manque de bases de référence. Et ça, pour ça, il faut et des spécialistes et commencer à refaire un peu de la génétique. Donc il peut y avoir de l'ADN environnemental qui peut être utilisé. Ça l'a été dans la région sur des excréments de chauve-souris, par exemple, ou sur des traces environnementales. Mais on peut aussi imaginer un système de collecte et puis après passer dans la moulinette tout ça et sortir une liste d'espèces. L'inconvénient avec la génétique, c'est que ça ne donnera jamais ou très imprécis de notion d'abondance. On aura présence-absence, mais ça peut suffire pour ce qu'on souhaite faire. Alors, les pistes pour la région Franche-Comté, déjà à Bourgogne-Franche-Comté. Déjà, on tenait à dire qu'on s'est cantonné à la Franche-Comté, pas par chauvinisme, hein, mais plutôt par côté pratique. On a souhaité continuer à travailler avec les gens qui étaient à proximité en fait, de nous pour essayer de se voir plus facilement. Et puis, on a voulu travailler sur un espace en fait, qu'on connaissait bien. Mais notre volonté, c'est de globaliser donc ces actions au niveau de la région. On a le SHNA et puis l'association aussi avec de la Bourgogne qui travaille en fait aussi sur les papillons. Et il faudrait qu'on arrive à organiser une rencontre mutuelle pour 2026, ça serait l'idéal. Qu'on commence à se connaître et puis qu'on puisse peut-être se coordonner aussi pour la rédaction des fiches espèces. Parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'écrire de fiches espèces sur la même région. Il faudrait pour ça qu'on ait aussi un accès à une base qui regroupe les données Bourgogne et Franche-Comté, qui nous permettent en fait de pouvoir globaliser peut-être le processus de validation ou réfléchir un peu à ça. Il faut qu'on réfléchisse aussi pour intégrer ces données issues des plateformes participatives. Et puis, on pourrait aussi peut-être avoir réfléchir à des incitations financières parce qu'on a des problèmes à trouver des bénévoles qui sont prêts à rester la nuit pour observer les papillons ou peut-être faire appel à des professionnels pour renforcer ces inventaires. Donc, pour finir, on voulait vous présenter avec Denis quelques espèces qu'on a ciblées au cours du travail de la liste des espèces de Franche-Comté, des espèces qui sont à rechercher en région Franche-Comté, mais probablement rares aussi en Bourgogne. Aricana melanaria, c'est la première ici. Donc c'est une espèce appartenant aux géométridés et qui se développe sur les vaccinums. Celle-là, à mon avis, essentiellement sur Vaccinum uliginosum, l'érelle des marais, même si elle a été citée aussi sur Myrtillus ou Cocos palustris. Et puis elle est connue, c'est intéressant parce qu'elle est connue pour l'instant en Franche-Comté uniquement de Haute-Saône. Elle est très très localisée sur les tourbières vosgiennes. Et voilà une espèce typique à rechercher parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas au niveau du Haut-Jura. Une deuxième, là, pour descendre un peu en altitude, c'est celle qui est au milieu, là. Donc l'Enissa gemini punctata, qui vit sur les phragmites, et donc des marais, bords de rivières. Alors c'est pareil, en France, sa répartition est très très lacunaire. Donc c'est une espèce, on va considérer ça comme une espèce rare, et elle est certainement bien indicatrice des milieux qui ont été protégés, en tout cas qui n'ont pas été trop anthropisés. Voilà, pour finir, du coup, on voulait vous remercier on voulait vous remercier en fait pour nous avoir écoutés et puis on est ouvert, je crois qu'il reste, on a peut-être 4 minutes pour les questions, c'est ça? Voilà. Peut-être ça marche là, oui. Peut-être un entomologiste. Ah, oui. Une ou deux questions? Oui. Question juste un peu curieuse générale. Est-ce qu'il y a des espèces nouvelles pour la science qui appartiennent au territoire de la Franche-Comté-Bourgogne avec les stations types dans ce groupe d'insectes, à votre connaissance? Avec des inventaires un petit peu partout. Ça arrive de temps en temps. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on découvre des espèces nouvelles
pour la Franche-Comté, ce qui est déjà pas si mal, hein, ou une nouvelle espèce pour la Haute-Saône ou pour le territoire de Belfort. Donc ça c'est intéressant, évidemment. Donc ça montre bien que la pression de prospection fait apparaître des espèces nouvelles pour le territoire. Et de temps en temps, on peut arriver à des nouvelles espèces. Mais en ce moment, notamment avec l'ADN, hein, voilà, le nombre d'espèces est un petit peu en train d'exploser. Donc je ne serais pas surpris qu'en Franche-Comté, il y ait de nouvelles espèces. Ah bon, d'accord. Bonjour Élise, étudiante. Donc, c'est pour savoir, lié au réchauffement climatique, est-ce que vous attendez à voir ou est-ce que vous avez déjà eu des espèces qui venaient du sud de la France? Est-ce que vous en avez déjà comptabilisé ou pas du tout à venir? Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que c'est la grosse question actuelle, hein, le réchauffement climatique. Bon, on constate que les espèces dites méridionales remontent de plus en plus vers le nord. Donc, on en trouve tous les ans. On a pas mal d'espèces qui sont migratrices, qui, par exemple, le coup de chaud qui est en ce moment, avec 2 jours de suite, avec un vent du sud assez prononcé, va amener certainement dans les jours qui viennent, parce que les papillons, ils se déplacent quand même pas si vite que ça, va amener quand même dans les jours qui viennent certainement des espèces qui sont migratrices et qui viennent du sud. Donc le réchauffement influe. À l'inverse, on a des espèces qui étaient montagnardes, qui soit remontent en altitude, elles remontent, puis quand elles peuvent plus aller plus haut que la montagne, ben, elles remontent plus, elles meurent. Avec le réchauffement climatique, on a plus d'espèces qui disparaissent que d'espèces qui arrivent. Mais on a eu ce début de saison, le sirocco, un vent qui est venu en début de printemps et qui a ramené par exemple le sphinx livourien, qui était très abondant en Suisse, en France, et qui est monté comme ça. On a des papillons migrateurs, hein, mais qui bénéficient des fois des courants, des courants de vent en fait, hein, pour se déplacer. C'est un cas général, hein, dont on vient de parler des lépidoptères, mais c'est un cas général, moi qui connais assez bien les hyménoptères depuis une cinquantaine d'années. J'ai découvert des nouvelles espèces chez moi, hein. Alors évidemment, quand elles vont chez les entomologistes, on les trouve plus facilement quand elles se posent chez les voisins. Mais c'est particulièrement évident. C'est particulièrement évident. Et le couloir rhodanien explique beaucoup l'arrivée des insectes méridionaux dans la région du Revermont, etc., jusque dans la plaine de Haute-Saône et la plaine de Doubs, hein. C'est un cas très général. Et on n'a pas seulement des espèces méridionales qui nous reviennent, mais on a également tous les invasifs qui arrivent sur la côte méditerranéenne. Ils mettent des fois 10, 15, 20, 30 ans pour arriver jusque chez nous, mais ils suivent le même chenal le long de la vallée du Rhône. J'avais une petite question. Vous avez évoqué rapidement les listes rouges. Est-ce que vous avez connaissance d'un groupe de travail qui est en train d'être monté au niveau national pour une potentielle liste rouge? Et si oui, est-ce que vous avez une idée de l'année pour laquelle on pourrait espérer avoir une liste rouge hétérocère un jour en France? J'ai cru comprendre que Région Rhône-Alpes était en avance là-dessus, sur un projet de liste rouge sur les papillons de nuit. Sur la région, je dois avouer, je ne sais pas si Denis, toi, tu en as connaissance, mais je ne sais pas si déjà on est dans la démarche ou pas. On a commencé à réfléchir avec Frédéric Moret et Catherine Duflot, il y a de ça plus d'un an, 2 ans peut-être, hein, une liste rouge des hétérocères. Donc on a commencé à proposer vraiment une liste d'espèces qui sont vraiment indicatrices de milieux sensibles et qui sont, du fait que les milieux disparaissent, qui disparaissent aussi par elles-mêmes. Donc voilà, c'est en route, hein. Je pense qu'il va falloir encore quelques années pour mettre ça au point. Parce que ne serait-ce que pour les listes rouges des rhopalocères, on a remis ça à l'ordre du jour l'été dernier. Et il a fallu complètement modifier, mais alors vraiment complètement chambouler ces histoires de listes rouges, parce que les rhopalocères, les papillons de jour dégringolent à une telle vitesse que, on va dire que plus de la moitié des espèces maintenant sont désormais menacées. Une remarque à l'affirmation de Jean-Yves. Chez moi, chez lui, eh bien, il y a même des plantes endémiques. Donc, ce n'est pas un chez lui tout à fait ordinaire.
Oui, à propos des listes rouges, juste un mot pour insister sur le fait que ces outils sont extrêmement précieux et qu'à un moment, il ne faut pas hésiter à se lancer, même si on ne peut pas qualifier toutes les espèces. C'est-à-dire qu'une première liste rouge qui aurait beaucoup d'espèces encore en DD, en insuffisamment documentées, c'est pas si grave que ça parce que ça permet déjà d'identifier quelques enjeux. De toute manière, ce sont des listes qui sont évolutives parce que la nature change vite. On en a parlé pour les papillons de jour. C'est effectivement absolument dramatique et très très rapide, les phénomènes. Et donc, ce sont des listes qu'il faut régulièrement remettre à jour. Mais je pense que d'ores et déjà, si on peut se permettre, si on peut, avec le peu, même, enfin finalement, on peut donner oui et non, c'est déjà pas mal, plus de 100 000 données. Et puis en plus, on est dans une dynamique qui va très vite. Donc on va vite arriver à d'autres seuils. Si déjà on peut identifier quelques enjeux forts et orienter quelques actions, parce que ça peut être complémentaire en termes de connaissance des milieux et de définition des priorités de conservation, ça peut nous permettre de prendre en compte des milieux qu'on prend mal en compte avec les autres groupes taxonomiques qui sont eux dotés de listes rouges. Donc je pense que voilà, il y a un moment aussi, il faut se dire, on fait avec ce qu'on a, on fera ce qu'on peut. La méthodologie est exigeante, bien évidemment, sur ce qu'il faut produire. L'UICN, les adaptations, les protocoles d'adaptation au niveau régional des protocoles d'établissement des listes rouges sont très exigeants. Mais malgré tout, il ne faut pas s'en priver. Et puis voilà quoi. Après, dans les régions qui sont très bien renseignées, qui seront probablement pilotes, j'imagine qu'à l'Île-de-France, puisque là, ils ont quand même énormément de données de papillons de nuit. On pourrait peut-être aller voir de ce côté-là aussi comment ils envisagent de travailler et puis d'établir ces premières listes. La dernière remarque, là. Oui, merci. J'aurais deux questions. La première, est-ce que vous avez envisagé de faire des inventaires avec des captures sonores, des identifications sonores des insectes? Et puis la deuxième, comment est-ce que vous faites pour faire un inventaire des insectes nocturnes lucifuges? Je peux peut-être répondre sur l'aspect sonore. À ma connaissance, j'ai pas d'études de référence là-dessus sur des études qui auraient distingué les hétérocères par le son. Vous en connaissez? D'accord, ok. Ouais, d'accord. Quelques écailles, ok. Ouais. Mais ça serait une piste à explorer. Ça fait partie des systèmes automatiques qui pourraient nous permettre d'augmenter la connaissance. Je vais laisser Denis répondre à la deuxième partie de la question. On peut, pour les espèces qui sont lucifuges, donc qui ne viennent pas au drap, effectivement, il y a pas mal de groupes qui sont ignorés. Je prends l'exemple des coléophores, des psychides, que l'on voit très peu au drap. Les grandes méthodes d'investigation, c'est essentiellement de rechercher les fourreaux. Ce sont des familles, justement, un peu archaïques et dont la chenille vit à l'intérieur de fourreaux. Et donc, une des méthodes, c'est de chercher les fourreaux, récolter les fourreaux, les étudier, faire l'élevage. Donc voilà pour les espèces qui ne viennent pas facilement au drap. Et puis, je connais des entomologistes qui font des battages. On faisait traditionnellement des battages avant avec la canne parapluie pour battre les branches, les arbres. On récolte les chenilles et on mène à bien. Soit on peut identifier les chenilles. Maintenant, il y a des sites excellents comme l'Épinette qui permettent l'identification de la plupart des chenilles. Et on peut faire l'élevage, mener à bien l'élevage et tomber sur l'espèce qu'on ne connaissait pas dans la région. Effectivement, donc l'élevage. Alors le filet fauchoir, oui, notamment pour les espèces de papillons de nuit qui sont diurnes, et il y en a beaucoup, beaucoup de géomètres sont diurnes, les césides sont essentiellement diurnes, et c'est vrai que sur les inflorescences, avec le filet, on a des fois des surprises. Alors voilà, ça nécessite une multitude de méthodologies. Je dirais qu'on ne peut pas tout faire. Quand Pierre a insisté sur le fait que passer déjà une journée sur le terrain, c'était du temps. C'est souvent des bénévoles qui le font. Voilà.
Donc voilà, on multiplie. Et les anciens savaient très bien multiplier ce genre de technique, faisaient des élevages. Et je dis toujours, avant d'avoir l'ADN et avant d'avoir le microscope électronique, etc., ils avaient déjà presque tout trouvé en faisant des élevages et simplement en regardant avec une loupe.